Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Ce que vous écoutez, là, c'est le moho de Kauai, un petit oiseau hawaïen. Il est tout brun, avec des plumes jaunes vifs sur les pattes. C'est un chant assez flûté, assez mélancolique justement, ce qui rend la disparition de ce chant encore plus tragique et la scène encore plus tragique. C'est le dernier moho de Kauai. Une espèce vieille de 15 millions d'années. C'est un oiseau qui forme des duos. Le mâle fait une partie du chant et la femelle complète la deuxième partie du chant. Et donc on a le mâle qui chante et le silence de l'absence de femelle qui répond. Chant fantomatique, nostalgie de quelque chose que je ne connaîtrai jamais. Du dernier oiseau qui essaye désespérément d'appeler un partenaire, mais plus rien ne lui répond. Si on prend le temps d'écouter l'écho du moho, la disparition devient plus réelle. Tous ces concepts un peu abstraits, la destruction du vivant, la 6e extinction de masse, tous ces chiffres qui tombent dans mon fil d'actualité sans que j'y fasse attention. Tout ça, d'un coup, c'est comme si ça prenait sens. Ne pas oublier que ces chants sont en train de disparaître, mais qu'ils disparaîtront d'autant plus si on n'y prête pas attention. Et que disparaîtront avec eux de multiples manières d'habiter la Terre. Vivre notre époque en la nommant phonocène, c'est apprendre à prêter attention au silence qu'un chant de merle peut faire exister. C'est vivre dans des territoires chantés, mais c'est également ne pas oublier que le silence pourrait s'imposer. Ce que nous risquons bien de perdre également, faute d'attention, ce sera le courage chanté des oiseaux. Vinciane Després, habiter en oiseau. Le chant de l'extinction. On a plus de cellules nerveuses pour le son que pour tous les autres sens réunis. Et donc c'est quand même le son qui domine. C'est vraiment le son avant toute chose. Une série documentaire de Jeanne-Marie Desnos, réalisée par Charlie Marcelet. Premier épisode, fracas et néant. Avril, BD trépassé. J'ai rendez-vous avec Stanislas Wroza, bioacousticien pour l'Office français de la biodiversité. Face à l'océan, 2 falaises nous entourent, la pointe du Raz et la pointe du Vent. Entre ces 2 blocs, des dunes et les premiers rayons de soleil de l'année. Donc là, on est dans le Finistère, à la pointe sud Finistère, et donc on est sur les rives de l'étang de la Oual. Parabole dans une main et enregistreur dans l'autre, Stanislas me guide en territoire chanté. Devant une grande roselière, derrière nous on a un milieu ouvert et sur notre droite on a un secteur un peu plus forestier, donc une interface de milieu qui est assez particulière. Et là on se fait survoler par des goélands marins qui crient au-dessus de nous. Donc là on a la croisée de plusieurs axes migratoires. On a des oiseaux qui viennent de Scandinavie, on a des oiseaux marins qui ont parfois fait de très grandes distances. C'est le cas par exemple de certaines sternes qui vont nicher dans l'Arctique et qui passent l'hiver dans l'Antarctique. On a aussi des espèces non migratrices, donc des espèces sédentaires qui sont présentes toute l'année. Tout ce cortège d'espèces a tendance à se mélanger à cette saison ici. On est sur un de mes points d'écoute
dans le cadre du suivi temporel des oiseaux communs. C'est un suivi qui permet de quantifier le déclin des populations d'oiseaux. Et donc chaque observateur se voit attribuer un carré aléatoire en France. On commence par mettre notre minuteur. Et à partir de ce moment-là, on va saisir tout ce qu'on entend autour de nous. Donc là, on a un pouillot véloce, ce qui fait tchif tchaf. Son surnom en ancien français, c'était le compteur d'écus parce qu'on a l'impression qu'il compte des pièces. On a l'impression d'entendre des pièces tomber les unes sur les autres. Le pouillot véloce, donc, qui est à moins de 25 mètres, on va dire, puisqu'il est dans le premier buisson devant nous. Derrière, le chant beaucoup plus flûté, c'est une fauvette à tête noire. On a un assenteur mouché, un chant qui est un peu plus roulé. On a une espèce qui est vraiment caractéristique des roselières, le phragmite des joncs, qui a un chant extrêmement répétitif. C'est toujours le même motif qui est répété 2 ou 3 fois d'affilée avant de changer sur un nouveau motif. Ça, c'est une espèce migratrice qui est revenue d'Afrique ces derniers jours, vraiment, vu qu'on est en début de printemps, ça vient tout juste de revenir. C'est pour ça qu'ils chantent à fond, même en plein après-midi. Il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent au bord des plans d'eau, dans ces roseaux, parce que ça offre des cachettes très efficaces. Enfin, c'est vraiment très difficile d'aller trouver à vue des oiseaux dans les roseaux. Par contre, les entendre, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vraiment là l'une des puissances de la bioacoustique, c'est de pouvoir aller chercher des espèces qu'on ne voit très difficilement à l'œil. Ah, il y a une nouvelle espèce, le pouillot phytis. Donc ça aussi, c'est un migrateur qui a passé l'hiver en Afrique et qui vient tout juste de revenir, qui est peut-être même d'ailleurs en route vers des contrées plus nordiques comme la Scandinavie, et qui a un chant beaucoup plus mélodieux que son voisin, le pouillot véloce. C'est deux espèces qui sont très difficiles à reconnaître à vue, mais par contre qui ont des chants complètement différents. Donc encore un autre avantage de la bioacoustique, c'est qu'on arrive à distinguer des espèces qui sont difficiles à identifier visuellement et à l'oreille, très simple à distinguer une fois qu'on connaît leur chant. Souvent on utilise l'expression dis-le-moi si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi. On a l'impression qu'il fait ce chant-là. Donc c'est... Mais il y a aussi d'autres espèces. Donc il y a le troglodyte mignon qui est chanté quand on est arrivé, avec son chant puissant pour la taille de l'oiseau. Il a un chant qui fait plus de 100 décibels parfois. Nous, on a des cordes vocales qu'on fait vibrer. Et eux, ils ont ce qu'on appelle un syrinx. Donc c'est des tubes, 2 tubes qui permettent de superposer 2 sons en même temps. Et qui permettent également d'avoir des sons beaucoup plus puissants par rapport à la taille de l'organe vocal. La tendance générale, c'est le déclin des populations d'oiseaux. On a à peu près perdu 33% de nos oiseaux en l'espace de 30 ans. Il y a une différence entre les espèces qui vivent plutôt dans tout type de milieu, celles qui sont dites généralistes, celles qui vivent aussi bien en ville qu'en forêt. Celles-là se portent pas trop mal, mais celles qui ont le plus souffert, ce sont celles des milieux agricoles, où là on a un déclin qui est encore plus fort, de l'ordre de 40% en 30 ans. Comme l'alouette des champs, de certaines espèces comme des hirondelles. Alors ça peut être des espèces très communes et qui semblent très familières, mais qui en réalité déclinent très rapidement. 33% en 30 ans, c'est un oiseau sur 3. Ça paraît énorme, et en même temps ça reste un peu abstrait. Mais concrètement, c'est un moineau qui peut plus nicher quand les immeubles ont remplacé les arbres.
C'est une sterne qui n'a pas survécu à sa dernière migration. Elle a été surprise par une tempête de plus en plus fréquente avec le changement climatique. C'est aussi une alouette qui ne peut plus se nourrir, car les pesticides continuent de décimer les insectes. On sait par exemple que des insectes sont plus présents. Il y avait les courtilières qui sont des insectes fouisseurs qui produisent des sons extrêmement intenses. Très, très beaux aussi, hein, et qui connaît les sons des courtilières, alors qu'avant elles étaient présentes dans tous les champs, elles ont été complètement éradiquées. Jérôme Sueur, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Certains endroits où je n'entends plus les grillons d'Italie, c'est le son de la fin de l'été, un son très très doux. Malheureusement, la pratique agricole ne va pas dans le bon sens. La perte des haies, qui est un réservoir de son. Les haies sont des réservoirs de son pour les oiseaux, bien sûr, mais aussi pour les insectes. Tout ce qui est sauterelles, grillons se trouve dans ces milieux. On coupe ces milieux, on coupe le son. Vous tondez, vous coupez le son. On peut avoir plusieurs définitions possibles du silence, mais il y a ce silence, je veux dire un silence de mort, hein, qui est un silence qui est lié à une perturbation écologique, souvent d'origine humaine. Et donc si vous arrivez dans un endroit qui est silencieux alors qu'il ne devrait pas l'être, parce qu'on est par exemple au printemps ou en été, qu'il devrait y avoir des insectes, ce silence révèle un problème écologique, un manque de diversité. Donc le printemps silencieux, c'est l'image sonore très évocatrice qui nous dit... Voilà, avec toutes les pressions humaines que l'on fait agir sur la biodiversité, on risque d'avoir un printemps sans oiseaux qui chantent, et donc on rend la nature silencieuse. L'ensilencement. Des printemps sans hirondelles et des hivers sans un seul flocon de neige. Il est évident que les hivers aujourd'hui sont beaucoup moins marqués que ceux qu'on connaissait dans la région il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Marc Namblard, audio naturaliste. Lorsque je suis arrivé dans les Vosges, quand j'étais étudiant, je me souviens, je prenais le bus pour m'échapper un petit peu en montagne. Et en hiver, il suffisait d'arriver sur le piémont vosgien à 400, 500 mètres d'altitude pour avoir tout de suite de la neige, quoi. Et puis les lacs gelaient. Les grands lacs de vallée, je pense au lac de Gérardmer, au lac de Longemer, ils gelaient à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Ils gelaient entièrement, à tel point qu'on pouvait les traverser à pied sans problème, à tel point que je me souviens avoir vu des voitures s'aventurer sur le lac de Gérardmer par exemple. Et donc j'allais réaliser des enregistrements de lacs gelés. Et de nos jours, depuis plusieurs années, ils ne gèlent plus. Ou alors ils vont geler partiellement dans les cornets, sur les bords, pendant quelques jours. Et puis très vite, ils vont dégeler. Il y aura une débâcle, il y aura une période de redoux qui va arriver très rapidement et c'est terminé. Et donc ces sons-là, liés au lac gelé, sont en train de disparaître sur le massif vosgien, quoi. Vraiment. Les lacs gelés produisent des sons différents en fonction de l'épaisseur de glace, en fonction aussi des conditions météo, en fonction du moment de la nuit ou de la journée. Par moment, il ne se produit pas grand-chose, et puis par moment, c'est des explosions sonores. En plein jour, par exemple, lorsque le soleil commence à chauffer la surface de la glace se met à travailler, elle se met à se fracturer. Un peu comme quand on met un glaçon dans un verre d'eau, il y a des micro-fractures comme ça qui se produisent très rapidement.
Lorsqu'on est tout près de la zone de fracturation, on entend des sons très brefs, qui font penser à des craquements. Par contre, lorsqu'on s'éloigne de la source sonore, on entend des sons qui font un peu penser à des sons de synthétiseurs, quoi. Et c'est lié à la façon dont le son est déformé à l'intérieur de la glace, surtout. Les sons graves, les sons médiums, les sons aigus se déplacent à la même vitesse dans l'air. Par contre, dans la glace, il semblerait que ces différentes fréquences ne se déplacent pas à la même vitesse. Ce qui fait que lorsqu'on s'éloigne de la source, le son bref qu'on entendait au départ devient un son beaucoup plus étiré qui prend la forme d'un glissando. Un son qui ressemble à un tiou. Alors des fois, il y a une réaction en chaîne, hein, on entend ces sons-là un peu dans tous les sens, ça dure quelques minutes, quelques dizaines de minutes, puis plus rien. Alors on ne sait pas trop pourquoi, d'un seul coup ça s'arrête. Alors la nuit, il se passe des choses aussi. La nuit, lorsqu'il fait froid, eh bien la glace va prendre du volume. Il y a des tensions qui vont s'accumuler dans la glace, notamment dans les zones où la glace se retrouve comprimée par des berges abruptes ou des zones rocheuses. Ces tensions vont se libérer et ça va provoquer des détonations qui sont liées à des fracturations très brèves sur des longues distances. Parfois presque des bruits de canon, et ça porte très loin. Alors la disparition des ambiances liées au froid, liées aux hivers un peu rigoureux, je trouve ça un peu triste, quoi. Ça appauvrit notre vie. C'était une chance d'avoir autant de phénomènes sonores. Ça nourrit notre imaginaire, ça nourrit nos créations, et c'est quand même triste, quoi. On enregistre 1 minute tous les quarts d'heure, tout le temps, 7 jours sur 7, et sur plusieurs années, pour avoir un message sur le long terme. Même s'il semble que finalement le message apparaîtra peut-être rapidement, puisque les changements semblent plus rapides que ce que l'on avait imaginé il y a 6-7 ans à peu près. La forêt du Rizou, dans le Haut-Jura, quand on est dans la partie centrale, il n'y a quasiment que des épicéas. C'est une forêt ancienne qui subit un climat rude, froid, qui ne permet pas une croissance rapide. On a des arbres qui sont vieux mais qui sont petits. On est un petit peu hors du monde, avec un sol qui est tout crevassé, où il faut faire attention, où marcher, avec ces arbres qui semblent souffrir. On voit de plus en plus d'arbres grillés. C'est un endroit aussi qui génère une éco-anxiété très forte. Voilà, c'est un enregistrement du chœur des oiseaux le matin. Il y a plusieurs espèces de mésanges, des merles, des pics aussi. On a un pic très rare là-bas, le pic tridactyle. Et puis d'autres espèces que l'on aimerait voir ou entendre, qu'on sait qu'elles sont là, mais que malheureusement elles sont rares. Et donc c'est difficile de les rencontrer. Le lynx, le loup,
bien sûr. Ça reste un peu de l'ordre du fantasme quand nous on est dans cette forêt. C'est toujours un petit peu essayer de débusquer, qu'on ne fera absolument pas bien sûr, ces espèces que l'on imagine au détour des chemins ou derrière les arbres. L'impact du changement climatique, il est partout, il est global. Il touche tous les écosystèmes. À des milliers de kilomètres, en Amazonie, Jérôme Sueur a placé d'autres enregistreurs automatiques. La plus grande forêt du monde est elle aussi sous surveillance. Alors l'ambiance de la forêt tropicale en Guyane est très différente puisqu'on est dans un endroit hyper diversifié, plusieurs dizaines voire centaines d'arbres à l'hectare. La partie visuelle est beaucoup plus dense, beaucoup plus obstruée, ce qui fait qu'on s'intéresse aussi beaucoup plus au son. On est attentif au son. On a un foisonnement de sons. Il y a énormément d'espèces, donc c'est très difficile. Moi, j'ai abandonné l'idée de reconnaître au son les espèces, à part quelques espèces. Il y a quelques grenouilles qui sont très abondantes, donc des dendrobates. Il y a des oiseaux que l'on commence à reconnaître, bien sûr. Il y a un son très emblématique qui est le singe hurleur, qui est un son qui nous réveille souvent en pleine nuit ou au début de la nuit, très grave, très intense. Même quand on le réentend, on est toujours impressionné, il est toujours un singe hurleur, surtout quand on est à côté, parce que c'est presque démesuré ce son. On perd à la fois en abondance et en diversité des oiseaux, des amphibiens et des insectes. Donc ça va malheureusement dans l'idée que on va vers un printemps beaucoup plus calme et surtout plus homogène, où en se déplaçant d'un lieu à l'autre, on va finalement entendre à peu près les mêmes choses. Alors dans les Vosges, on a des espèces qui sont en train de disparaître petit à petit, et je pense notamment à une espèce emblématique, le grand tétras, le grand coq de bruyère. C'est une espèce très sensible, c'est un gros oiseau, assez lourd. Donc il faut imaginer une sorte de, enfin ça peut paraître péjoratif ce que je dis, mais une sorte de grosse dinde. Le mâle est noir, avec du rouge, un bec très clair qui contraste avec le reste de son corps. Donc c'est vraiment un gros oiseau, très beau, qui semble un peu venu d'un autre temps, enfin d'une autre période de l'histoire de la planète. Alors c'est des sons qui ne portent pas très loin. Il y a des sons un peu percussifs qui font un peu penser à des sons de bouteilles qu'on débouche. Comme ça. Et puis il y a des sons qui font plutôt penser à des grincements. Et puis des sons de percussion qu'il produit par ses ailes, en s'envolant, en claquant des ailes, en claquant le sol également. Enfin voilà, ça produit des sons très sourds et pour le coup qui s'entendent de loin. Et ces sons de parade sont associés à tout un comportement, des danses
Ils sont absolument fascinants. On a comme un jouet mécanique qui se déplace au niveau du sol. Des individus disparaissent et ne sont pas renouvelés. C'est des oiseaux qui sont condamnés. Malheureusement, est-ce que je suis optimiste sur le futur ? Non, pas trop. Je suis hyper éco-anxieux. Quand on a une distanciation, qu'on n'est pas au contact de ces changements, on les ignore. Mais maintenant, quand vous voyez des arbres secs sur pied, quand vous voyez que les niveaux des rivières sont extrêmement bas, vous ne pouvez être que vous sentir en fait anxieux et en danger. J'essaie de trouver du positif là où il y en a pour ne pas rester uniquement sur cette sensation-là. Mais parfois, c'est un peu difficile quand même. À suivre sur Arte Radio. C'est évident que le rythme de nos vies ne sera plus tout à fait le même.